Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre webinaire Microage parle technologie qui porte sur la réduction du risque de cybersécurité par une approche multicouche à la cybersécurité. Cette présentation est la deuxième d'une série de 3 webinaires et aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le réseau et les périphériques ou les terminaux. En passant, si vous avez manqué le premier webinaire où nous avons parlé des premiers 2 couches, le personnel et le périmètre, je vais mettre le lien à l'enregistrement dans le chat. Fait que si ça vous tente d'aller voir ça, vous auriez le lien. Mon nom est Maria Fiori. Je suis directeur des opérations ici à Microage et je suis accompagnée par Sergio Lima, directeur succès à la clientèle chez Microage. Bienvenue, Sergio. Bien, bienvenue, merci. Bonjour à tout le monde. Avant de débuter, quelques petites notes. Tous les participants aujourd'hui sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. De ce que je sais, Sergio aime beaucoup répondre aux questions. Alors, on vous encourage à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet questions de l'outil. Le webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter ou le partager avec des collègues qui pourraient en bénéficier. Du même coup, nous allons vous envoyer le lien vers le livre électronique que nous vous offrons aujourd'hui. Dernière petite chose, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires sur le webinaire et ce que vous aimeriez voir dans des futurs webinaires. Vos commentaires nous aideront à améliorer les prochains webinaires. Nous vous remercions à l'avance pour votre aide avec cela. Donc, avant de passer la parole à Sergio, je vais prendre un petit moment pour vous donner un bref aperçu de Microage. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 38 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis 1981. Notre approche est simple, elle repose sur un élément clé, la compréhension de votre entreprise. Nous voulons comprendre vos opérations, vos objectifs, vos défis, vos opportunités, vos clients, pour être en mesure de recommander, fournir les services et fournir, je devrais dire, les services et les solutions informatiques qui conviennent à vous et à votre organisation. Voilà en quelques mots notre raison d'être. Donc, avec ça, Sergio, c'est à toi. Merci Maria, merci à tout le monde d'être venu. Bonjour à tous. En fait, on va continuer le même format qu'on a fait à l'autre session. On va juste faire un sommaire un peu au niveau du contexte de cybersécurité, les couches de cybersécurité qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment au niveau du réseau et les périphériques ou terminaux, là, les postes de travail, les portables et tout. Fait que c'est vraiment bref, mais un sommaire de plus ou moins les différents types de solutions qu'on peut mettre en place pour améliorer notre posture de sécurité dans notre environnement qu'on travaille à chaque jour. Et comme Maria a dit, questions-réponses à la fin, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte. Comme j'avais mentionné dans l'autre webinaire, c'est un peu la quantité des données collectées aujourd'hui sur les Canadiens est considérable versus avant qu'on ne faisait peut-être pas assez de collection, mais ça fait juste augmenter au fur et à mesure que les nouvelles technologies s'imposent. C'est sûr que ça crée une multitude d'opportunités pour les cybercriminels qui cherchent à voler vos informations personnelles et sensibles. Le travail, excuse-moi, le travail hybride et le travail depuis n'importe où, en fait, crée une plus grande surface de menaces pour lesquelles que les cybercriminels peuvent facilement accéder aux réseaux, aux appareils des organisations et des individus. Fait que les réseaux d'entreprises s'intègrent de plus en plus dans les domiciles des employés, dans les espaces publics. Fait que les cybercriminels, ça continue très probablement à exploiter l'infrastructure de travail hybride et cibler les réseaux domestiques et les appareils personnels des employés. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent moins protégés qu'un environnement qui est plus centralisé puis au travail, mettons. Avec la tendance continue vers la connexion des appareils qui
Évidemment, avec l'utilisation d'Internet qui devient considérablement plus augmentée, mais là, on commence à déployer des appareils du IoT, là, Internet des objets. L'industrie IoT au complet commence à s'intégrer avec les réseaux. Fait que ça élargit la surface des cybermenaces. Puis c'est sûr que l'utilisation de tout ça ensemble nous ouvre une opportunité. L'opportunité est plus grande pour les cybercriminels d'attaquer pas juste de votre réseau standard, mais de possiblement attaquer d'une autre façon. Bon, après ça, c'est sûr qu'il y a des attaques au niveau chaîne d'approvisionnement. Et des nouvelles données, moi, j'ai parlé avec Maria juste avant cette webinaire-là parce que ça m'a donné, j'étais un peu choqué de voir ça, mais peut-être pas choqué, même pas surpris en fait. Il y a des nouvelles données qui viennent de Marsh, c'est un courtier d'assurance. Puis la fréquence des ransomware est au niveau du premier quart de 2023 a augmenté de 70% par rapport au dernier trimestre de 2022, si je ne me trompe pas, Maria. Oui, exactement. Fait que cette année, il y a eu une augmentation de 77% de sinistres ou en fait, De réclamation, dans le fond. c'est des compagnies qui réclament de l'aide parce qu'ils se sont fait attaquer. Fait que c'est drastique comme augmentation. Fait que la conclusion, c'est vraiment que les cybermenaces continuent d'être un facteur qui est important pour les organisations, c'est sûr. Puis ça affecte tout le monde. Parce que c'est pas une courtier d'assurance qui va juste protéger les plus grandes entreprises. Eux autres, il faut n'importe qui. Il faut du petite et moyenne entreprise. Fait que ça implique tout le monde, cette statistique-là. Fait que c'est un peu... ça fait peur un peu, en fait. En 2022, on a vu une petite baisse dans les rançons logiciels, puis en tout cas, les cybercriminels ont pris peut-être une petite respiration, je ne sais Des pas trop, vacances. où ils ont décidé de regarder leur stratégie encore, mais ils sont revenus en force, au moins des chiffres qu'on voit en Q1 de trimestre 1 de 2023. On va voir comment ça va continuer en 2023, mais c'est ce qu'on voit présentement. Oui. Fait que là, on va, après ces statistiques-là, c'est sûr qu'on va regarder au niveau de la couche du réseau et les périphériques. Fait que c'est ça qu'on va parler un peu pour voir si on peut vraiment réduire ce genre de risque-là. On parle du réseau. Fait qu'on va protéger le réseau. Les différentes couches qu'on peut appliquer dans votre réseau, puis sans être trop technique, il y a des façons de le faire. Encore une fois, c'est pas une façon d'empêcher complètement que tu te fais hacker, mais c'est une façon soit de rendre la vie difficile pour les cybercriminels ou de cacher, entre guillemets, certaines choses de votre environnement ou de limiter les dégâts. C'est ça que je cherchais comme expression. C'est une façon de limiter les dégâts si jamais vous faites hacker dans votre réseau. Il y a toujours une recommandation au niveau de la segmentation du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans technique, on utilise les dispositifs que vous avez en place. Fait que les pare-feux, les switches ou commutateurs, les routeurs, tout ce qui est infrastructure en place. Il faut s'assurer d'avoir des dispositifs qui sont capables de faire de la segmentation de réseau pour séparer certaines communications ou de la façon que certaines personnes accèdent à certains services dans votre environnement. Exemple, si j'ai un département de vente qui n'a pas besoin d'accéder au système de comptabilité, ben, je peux faire une segmentation de ces deux départements-là. Comme ça, ben, ça ajoute un niveau de sécurité à l'interne pour vos employés et tout. Fait que ça protège vos données à l'interne. Mais deux, ce que ça fait, c'est que ça rend la vie un petit peu plus difficile au niveau des cybercriminels et ça sépare les réseaux. J'essaie toujours de ne pas être technique parce que je sais qu'il y a bien du monde qui se connecte puis sans utiliser les mots techniques, mais en fait, c'est une façon de séparer la communication entre systèmes dans votre environnement et de vous protéger si jamais il y a un système qui se fait infiltrer, ben, il y a des possibilités que ça va rester juste à
ce système-là au lieu que ça se propage sur tous les autres dispositifs ou les autres applications au système dans votre réseau. Sergio, imagine que tu expliques à moi. Hein? Pas Ouais, technique, fait que c'est ben, ça. fait que c'est ça. J'ai parlé, mais j'ai oublié que il y avait une page sur ça, mais en fait, c'est ça. C'est de limiter les privilèges d'accès seulement aux utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux ressources spécifiées, comme j'avais mentionné. Protège votre réseau contre les cyberattaques généralisées. C'est-à-dire qu'une fois que, si vous avez il appelle ça un réseau flat, là, si un cybercriminel rentre, ben, il fait scanner le réseau au complet, il est capable de faire une collecte au complet de ce qui se passe dans votre réseau, puis là, il est capable de sélectionner sa cible et faire les dommages. Quand c'est segmenté, mais ça devient un petit peu plus difficile. Des fois, il ne voit pas certains autres segments. Et aussi, ben, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais ça augmente les performances de votre réseau parce que ça réduit le trafic à l'intérieur de tout ça, dans les zones. Fait que s'il y a beaucoup plus de trafic par rapport à un système, mais ce n'est pas tout le monde qui utilise le système, mais on peut faire une segmentation juste pour ces utilisateurs sans causer trop de bruit dans votre environnement. Après ça, on va regarder au niveau de l'authentification sans fil. En fait, c'est relativement simple au niveau du sans fil. La suggestion est toujours de mettre un réseau sans fil qui est contrôlé par des permissions et des accès. Fait que c'est de ne pas juste mettre un réseau sans fil avec des mots de passe standards, avec un nom d'utilisateur standard, avec les SSID, avec les zones qu'on peut facilement les voir partout, puis des zones qui peuvent traverser. Fait que quand on a un accès sans fil en place, c'est sûr que la recommandation, ça c'est d'avoir toujours une segmentation, encore une fois, d'un réseau sans fil pour possiblement vos clients, vos visiteurs. Ben ça, c'est une zone séparée à l'extérieur de votre réseau qui est à l'interne parce qu'on ne veut pas que ces gens-là accèdent à notre environnement. Mais ça, cette règle-là, ça s'applique aussi pour les cybercriminels parce que si les deux zones sont connectées, évidemment, le hacker va utiliser le sans-fil pour rentrer dans votre environnement. Fait qu'il y a toujours des recommandations pour séparer ce qui est public versus ce qui est à l'interne et de mettre une certaine zone de sécurité par-dessus ça. Fait que, de même qu'on a parlé, c'est-tu l'ancien, Maria, qu'on a parlé du multifacteur? C'est le premier qu'on a parlé du multifacteur. Ouais. Mais il y a quand même une certaine genre de sécurité qu'il faut appliquer au niveau du réseau sans fil, exactement comme un multifacteur. On va juste s'assurer que les gens qui se connectent au réseau en interne, ben, c'est la bonne personne qui se connecte et non quelqu'un d'autre. Les mêmes règles qui s'appliquent au niveau d'une connexion en VPN avec un multifacteur à votre environnement s'appliquent même à l'intérieur. Il faudrait absolument que vous assurez que votre réseau sans fil est protégé d'une façon avec des accès comme si c'était un utilisateur à l'interne que vous donnez accès. Fait que c'est ça. Encore une fois, c'est juste un sommaire de ce que je viens de dire. Fait que sans ce contrôle, ben, rien n'empêche n'importe qui pour intercepter les ondes, rentrer dans votre environnement Wi-Fi. Mais évidemment, il va rentrer partout dans votre réseau. Ensuite, si on peut aller un petit peu plus, nous on appelle ça plus des solutions avancées. Les SIEM, qui est le Security Incident and Event Management, excuse l'anglicisme, mais en fait, c'est un outil qui va constamment analyser le trafic et qu'est-ce qui se passe intérieur, qui sort et rentre dans votre environnement. Puis c'est toujours un outil centralisé qui est capable de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe dans votre environnement. Est-ce qu'il y a un cybercriminel en ce moment qui est en train d'essayer de loguer dans votre environnement? Ça vous donne des logs, ça donne plein de choses. Là, je parle d'un SIM, mais évidemment, quand on met un SIM en place, ça prend quelqu'un pour le gérer. Parce qu'on ne peut pas juste mettre quelque chose en place, puis par magie, ça va automatiquement trouver les bobos et régler les problèmes. Ça reste que c'est une console que quelqu'un ou une entité ou un département ou certaines personnes expérimentées en sécurité doivent analyser et trouver
ce qui est plus urgent, ce qui est plus prioritaire, et ensuite faire les actions ou correctives pour essayer de régler le problème le plus vite possible, parce que c'est sûr que si on a des alertes par rapport à quelqu'un qui essaie de loguer, mais on ne peut pas attendre. Puis souvent, ce qui arrive avec une solution de SIM, c'est qu'on l'attache avec le prochain point, qui est le centre des opérations de sécurité, qui est un SOC. Fait que le SOC, c'est vraiment ça, c'est du monde pas dans un bunker, mais c'est du monde qui regarde un SIM en tout temps, puis leur seule responsabilité, c'est de regarder les logs et tout, puis de répondre à ce qui se passe et de faire le triage, en fait, trouver la solution, et soit qui envoie ça à quelqu'un d'autre qui effectue les travaux, ou souvent, c'est le SOC qui fait ce genre de travaux-là pour rectifier, remédier, pour empêcher que ce cybercriminel rentre dans votre environnement. Fait qu'ils sont comme un peu reliés parce que souvent, quand on parle de SOC, mais le rôle d'un SOC, c'est d'analyser un environnement puis de s'assurer que tout va bien au niveau de la sécurité. Mais c'est comme main en main avec un SIM. Puis pourquoi j'appelle ça avancé? C'est parce qu'un SIM et un SOC devient une couche assez élevée au niveau des recommandations. Et c'est pertinent quand on a des données extrêmement importantes, peut-être côté financier, les banques, pharmaceutiques, les compagnies où ce que leurs données, c'est extrêmement important, puis ils veulent absolument, absolument mettre on va dire ça, la Cadillac des sécurités, des solutions de sécurité. Ben ça, c'est la Cadillac, mais c'est parce que la Cadillac vient avec un prix aussi. Fait que c'est toujours bon de faire l'exercice de voir on a des niveaux de sécurité que nous, on appelle de base. Il faut vraiment mettre. On a tellement de solutions qu'on doit mettre en place avant d'aller regarder le SIM et le SOC que ça ne sert à rien d'avoir un SIM et SOC si on n'a pas mis tout notre côté de base. Je parle de EDR, antivirus, pare-feu, segmentation, les backups. Il faut tout mettre ça en place avant qu'on se rende vers le SIM parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Je pense que je l'ai bien expliqué. Oui, oui, c'est exactement ça. Il faut avoir la base pour commencer, là. C'est des discussions à avoir. Peut-être que C'est ça. Fait c'est il y a pertinent pour votre organisation, mais c'est ça. Il faut faire l'évaluation de le coût de mettre un SIM en place versus combien que ça coûte si vous tombez down parce que vous venez de faire hacker par quelqu'un, puis possiblement d'avoir des jours et ou des semaines de non-fonctionnalité ou pas accès à vos données, en fait. C'est l'impact de tout ça, il faut le vérifier. mais c'est une évaluation, comme tu dis. Exact, c'est ça. Fait que là, quand on parle des différentes couches de base qu'on peut mettre, celui-là, c'est, selon moi, il faut absolument avoir un genre de solution qui appelle du Endpoint Detection and Response. C'est vraiment la nouvelle génération de système, une solution d'antivirus. Traditionnellement, les antivirus fonctionnent sur le concept de on installe l'antivirus sur le poste de travail. Il se base ou il se fie sur le manufacturier, peu importe le manufacturier, il se base sur un téléchargement plusieurs fois par jour des fichiers de signature que le manufacturier va produire basés sur les menaces qui ont été publiées, mettons, aujourd'hui ou quoi que ce soit. Fait que là, il télécharge la dernière liste pour être capable de protéger votre poste de travail si jamais il y a quelque chose qui arrive, il compare avec la liste et il dit « Ah, OK, je le vois, je dois faire quelque chose comme action. » Là, le problème avec ça, c'est que traditionnellement, on se base toujours sur ce que la liste est produite par le manufacturier, mais quand on arrive avec une vulnérabilité ou une menace qui est détectée maintenant, ça prend du temps pour le manufacturier pour bâtir cette liste-là. C'est Le problème, réactif, c'est dans le que, fond. exactement, qui est actif. Fait que le problème, c'est que là, on attend, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui va essayer de vous hacker maintenant. Fait que comment qu'on fait pour contourner ça? On met une espèce de nouvelle génération d'antivirus qui s'appelle du EDR. Puis les mêmes manufacturiers qui font du antivirus maintenant font du EDR. Qui est basé plus au niveau du comportement du poste de travail avec l'intelligence artificielle, avec l'analyse de qu'est-ce qui se passe avec votre poste. Fait que, ce qui arrive, c'est que si
le EDR détecte qu'il y a plusieurs fichiers qui sont en train de se copier ou changer de nom ou encrypter, ben c'est sûr que ça ne fait pas partie d'un comportement standard de ce poste de travail-là ou de cette personne-là. Fait qu'il va carrément bloquer cette action-là. Il va souvent arrêter la connexion au niveau connectivité, réseau, Internet ou quoi que ce soit pour empêcher d'aller propager ce virus ailleurs. Et certaines solutions aussi vous donnent le choix de faire une restauration vers une version de fichier, possiblement qui était corrompu, mais on a la capacité de restaurer des fichiers à un état qui était bon avant qu'il se fasse infecter. Fait que c'est sûr que c'est primordial qu'on ait une genre de solution en place comme antivirus. Sergio, il y a une question de Guy qui demande, est-ce que l'on devrait mettre des antivirus sur les cellulaires? Très bonne question. C'est parce que nous, on ne travaille pas souvent dans le monde des cellulaires. Je parle avec du monde, ils disent que oui. Le problème, c'est que je ne suis pas assez connaissant au niveau du monde mobile pour être capable de dire oui ou non. C'est comme, ça serait un devoir de mon côté. Je vous promets que je vais faire les devoirs pour ça, puis on va revenir avec des réponses. Oui, Guy, on va te revenir avec Ouais, une bonne réponse. ouais. J'ai Fait que tendance à prochaine. dire oui, juste parce que, tu sais, mais D'accord. ça, c'est moi, là, mais puis Ben, je connais pas ça ouais. assez, là, non plus, là, fait que, C'est sûr il y a comme un antivirus par défaut qui vient avec ouais, certaines mobiles, j'imagine. Moi, j'ai ouais. un Samsung. Puis je sais que j'ai comme le Samsung Sécurité qui est active, mais est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Honnêtement, Est-ce j'ai que c'est aucune idée. assez, là? Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Ensuite, ben, c'est sûr qu'une autre chose primordiale, gestion des correctifs, les patchs, Microsoft, tierces parties, mais surtout Microsoft. Le système d'exploitation, il y a toujours des mises à jour à faire. Les applications de Microsoft, il y a toujours des mises à jour à faire. Encore une fois, ça devient très populaire, le fait que des machines qui ne sont pas mises à jour, c'est ces machines-là qui se font infecter en premier. C'est ces machines-là que les hackers rentrent en premier. Pourquoi? Parce qu'il y a des vulnérabilités qui n'ont pas été adressées par quelqu'un. Fait que si vous n'avez pas quelqu'un qui s'occupe des mises à jour, ben, au moins s'assurer que les mises à jour automatiques sont activées, mais même avec ça, j'en ai vu des machines que c'est automatique, mais ça ne l'applique pas, ou il y a des problèmes, ou ça fait X nombre de jours ou semaines que les patchs n'ont pas été appliqués, ou je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu des erreurs. Fait que c'est très important de s'assurer qu'on maîtrise la mise à jour des correctifs, la gestion des correctifs pour tous vos postes de travail. Évidemment, c'est pas aussi facile que ça, là. Quand on n'a pas une gestion centralisée des patchs, quand on a, mettons, une dizaine de postes de travail, mais si on n'a pas un serveur qui gère les patchs à l'interne, ben, c'est sûr qu'il faudrait crucifier, il faudrait aller sur chacun des postes de travail pour s'assurer que tout va bien. Fait que c'est pas évident de faire le support de tout ça. Euh, mais les bonnes nouvelles, c'est que la prochaine étape, le prochain point, c'est vraiment au niveau de la surveillance avec les alertes. Fait que ce que nous, on fait, ce que les micro-hash font, en fait, c'est la gestion, la surveillance des appareils par rapport à la sécurité, par rapport aux performances, par rapport à différentes activités, choses qui se passent dans votre environnement, incluant les patchs, incluant l'antivirus qui est fonctionnel ou pas fonctionnel. C'est toutes des alertes ou toutes des services, on appelle ça des services qu'on voit sur chacun des postes de travail pour s'assurer que tout va bien. Puis quand on a quelque chose, une anomalie ou une problématique, bien, il y a des alertes. Puis quand on a des alertes, bien, il y a au moins quelqu'un qui réagit puis qui appelle l'utilisateur ou notre contact pour être en mesure de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a vu telle affaire. Il va manquer de l'espace possiblement parce qu'on voit une tendance ou l'antivirus n'est pas à jour ou les patchs ne sont pas à jour. Il faut appliquer un correctif pour le régler. Fait que c'est sûr que il faut maîtriser ça aussi. Là. Puis si je reviens au premier webinaire, quand on a parlé de pourquoi il faut toujours être au courant de tous les dispositifs qu'on a dans notre environnement, c'est parce qu'on veut gérer tout ce qui est dans votre environnement dans le but d'éviter qu'une machine dans le coin qu'on ne le voit pas, mais il n'est pas à jour, puis il est vulnérable à se faire attaquer, puis ensuite, ben, le criminel va rentrer par cette machine-là. Fait que c'est sûr que
la surveillance et alerte et le scan de votre environnement aident à régler tout ça d'une shot. Ensuite, on parle de cryptage de disque. Je me fais poser souvent la question au niveau, si on applique premièrement, je donne une recommandation de si vous avez des portables, même si vous avez des postes de travail, d'activer le BitLocker qui est intégré avec Windows. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça fait un cryptage au niveau des données du disque dur. Si jamais votre ordinateur, votre portable se fait voler, puis quelqu'un va tenter de prendre ces données-là, il n'y aura aucun moyen d'aller chercher ces données-là parce qu'elles sont encryptées. Bon, ce n'est pas la même chose que de parler de vraiment d'un encryptage des données en général. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvent, du monde pense que quand on met le BitLocker, ça va encrypter les données, puis si quelqu'un rentre sur mon portable, bien, il ne sera pas capable de voir les données. Mais ça, c'est faux, parce que si un hacker réussit à rentrer sur mon portable, techniquement, le portable va penser que c'est moi qui est sur le portable. Fait que Windows, en général, va dire OK, mais c'est Sergio qui essaie de voir ces fichiers-là puis qui essaie de les copier. Fait que il faut juste faire attention au niveau de la définition du cryptage des données versus le cryptage de disque. Fait que le cryptage de disque, c'est vraiment le BitLocker pour empêcher le vol de données potentiellement si jamais vos machines, quelqu'un s'en va avec vos machines. Mais versus le cryptage en général des données, mais ça, c'est d'autres solutions complètes. C'est un petit peu plus avancé au niveau de cryptage. Ensuite, l'analyse de vulnérabilité. Là, on a eu une discussion, hein, Maria, pour ça. C'est quoi la différence entre une analyse de vulnérabilité versus une analyse de pénétration? Mais parce que des fois, les mots sont utilisés, les deux mots, puis c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Fait que voici un scénario. Ce qu'on voit souvent, on a des clients ou potentiels clients, nouveaux clients ils ne savent pas leur posture de sécurité. On ne sait pas ensemble parce qu'on ne connaît pas l'environnement. On ne sait pas par où commencer. Fait que ce qu'on fait souvent, c'est une analyse de vulnérabilité. L'analyse de vulnérabilité en premier, en passant, pas le pen test, en fait, c'est la vulnérabilité. Pourquoi? Parce que ce que ça va faire, c'est qu'il y a des experts qui vont rentrer avec des outils, qui vont essayer de regarder l'ensemble au complet, les postes de travail, les pare-feux, les switches, l'accès rentrant, l'accès sortant, tout ce qui concerne la sécurité, incluant les postes de travail, puis les faiblesses, les vulnérabilités sur les serveurs, tout au complet, les ports ouverts, peu importe. Ça va tout analyser et sortir un rapport avec des résultats. Et souvent, souvent, ça vient avec une analyse de vulnérabilité, il y a des rapports, des résultats, puis un rapport de recommandation pour des correctifs à appliquer. Puis, ce qui arrive avec ça, c'est aussi, il y a des priorités. Fait que là, on détermine que la priorité numéro 1, c'est de peut-être vous n'avez pas le bon pare-feu, il faudrait régler ça en premier temps. Fait que ça vous donne un chemin stratégique pour régler ou remédier les failles ou les vulnérabilités que vous avez en place. Versus un pen test, que le pen test, ce que ça fait, c'est que ça vient valider ce que vous venez de faire si vous avez bien appliqué les recommandations dans une analyse de vulnérabilité. Fait que pourquoi faire un pen test avant l'analyse de vulnérabilité? Parce que si vous n'êtes pas à jour au niveau des couches de sécurité, bien, c'est sûr que le pen test va dire que vous avez échoué. Fait que je suggère de faire l'analyse de vulnérabilité afin d'avoir au moins un chemin pour prendre, pour régler vos problèmes. Puis une fois que vous avez réglé vos problèmes, puis vous dites, OK, je pense que je suis protégé, bien là, on va effectuer un test de pénétration pour s'assurer que tout va bien. Puis là, le test de pénétration va vraiment commencer à différents niveaux pour aller voir jusqu'à combien de fois que ça prend pour le guider, si on peut infiltrer dans votre environnement. Sergio, la question, est-ce qu'un test de vulnérabilité, désolé, j'ai massacré le mot, mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais une fois ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait peut-être une fois par année, une fois par...
J'ai euh, j'ai il y a plein de personnes qui disent plein de choses. Moi, je vais toujours sur une fois par année pour les deux. Une fois pour le test de vulnérabilité, puis une fois pour les pen tests. Pourquoi? Ça change à chaque fois. Je ne peux pas dire qu'on va faire un pen test, puis là, on a un étampe pour dire que ça a bien réussi. Dans 2 mois, ben, il y a peut-être d'autres vulnérabilités qu'on n'est pas au courant, puis il faudrait peut-être appliquer d'autres solutions de sécurité ou il faudrait peut-être fermer d'autres ports. Puis on n'a pas le choix de faire ça au moins une fois par année, mais pas plus. Dépendamment si vous êtes une organisation avec il y a peut-être la conformité, il y a peut-être des règles dans votre industrie qui vous obligent de faire ça X nombre de fois par année. Euh, mais c'est ça. Nous, on dit toujours que le plus important, c'est l'analyse de vulnérabilité pour être capable de fermer les trous. Ensuite, les pen tests, ben, faisant au moins un par année, au moins pour voir si on est encore exposé à certaines menaces, quoi que ce soit. Je sais aussi qu'il commence à avoir des solutions qui sont plus automatisées pour ça. Et Oui. ça, tu le mets, puis tu peux le faire tous les mois, tous les jours si vous voulez. Oui. Ce qui est le Mais, fun, c'est qu'on n'est pas obligé c'est ça, on n'est pas obligé de toujours appeler une firme de sécurité pour les faire. Ça existe des outils qu'on est capable de mettre à l'interne, puis on est capable de faire, euh, encore une fois, avec des firmes réputables, des firmes de sécurité qui savent quoi faire. On peut mettre des outils qui font des scans régulièrement. Est-ce que c'est au même niveau qu'un vrai test de pénétration? Je pense pas, parce que les tests de pénétration, c'est vraiment une personne avec des ouais, non, outils c'est ça. C'est pas qui la même fait chose. tout son possible pour le guider. Tandis que les outils qui sont là, il y a comme il y a comme un script que cet outil va faire. OK, Mm. fait telle affaire, telle affaire. Ah, OK, ça a bien été, c'est beau. Mais encore une fois, c'est pas la même chose. Les cybercriminels, c'est pas juste des robots, c'est vraiment des personnes avec des outils qui Intelligent. essayent, qui font tout. Intelligent en plus. Exactement, qui font tout ce qui Méchant, peuvent mais pour l'aider. intelligent. Ouais, c'est Ouais, ça. exact. Fait que l'objectif des services et solutions mentionnés ici dessus, c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit plus difficile pour que les cybercriminels accèdent à des données importantes ou de perturber vos opérations de votre organisation. Fait que encore une fois, il n'y a rien qui est à 100%. Puis on n'a pas touché encore les données et l'entreprise. Ça s'en vient vers le mois de septembre, mais c'est vraiment juste de réduire, d'augmenter votre posture de sécurité, puis de réduire les risques, puis de réduire le nombre de personnes qui risquent de rentrer dans votre environnement. Fait que Ça c'est fait sûr, la vie un peu plus oui, difficile pour les cybercriminels. ouais, exact. Fait que avec ça, Maria, on a un livre d'électronique gratuit Oui, pour cette partie-là, j'imagine. Ouais. oui, exactement. Là, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai mis le lien vers le livre électronique. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le demander. Mais avec ça, on veut dire merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous vous encourageons à télécharger le livre électronique et contacter votre microage local pour toute question. Nous prenons une courte pause pour l'été, mais nous serons de retour en septembre avec le troisième webinaire de cette série qui va se concentrer, comme Sergio l'a dit, sur les données et l'entreprise. Et donc, les invitations vont être envoyées probablement à peu près au mois d'août. La présentation va se faire le 14 septembre. Donc, on a Valérie et Guy dit merci. Allez-le. C'est bon de savoir que c'était intéressant pour vous, les informations étaient intéressantes. Fait que si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et encore une fois, Sergio, merci beaucoup. Sans toi, on ne serait pas capable de faire ça. Et merci à vous tous d'avoir passé les derniers 30 minutes, 35 minutes avec nous. Et on vous souhaite un très beau été en espérant que ça va se réchauffer puis on va avoir du beau temps tout l'été. Fait que merci à Joël, à Yves, à Guy, merci euh, d'avoir apprécié notre webinaire. Et Guy dit que Sergio, il va te laisser
faire de la recherche pour les cellulaires et Exactement, exactement. J'ai tout l'été pour le faire. Non, je aller peut-être pas chercher tout ces l'été, informations là, assez mais rapidement. Ouais. Merci à tout le monde. Oui, merci et bonne journée. merci. OK.